L'Europe a eu peur, l'Europe a eu la trouille pendant 25 ans, la trouille de ces guerres de conquête révolutionnaire puis impériale. Napoléon est dans la situation d'un chef, si vous me permettez l'expression d'aujourd'hui, populiste, qui a un rapport direct avec le peuple, sans intermédiaire. Avait-il une vision de l'Europe ? Honnêtement, il avait une vision d'une domination de la France, mais plus encore de lui-même, sur l'Europe. Au XIXe siècle, les capitales européennes les plus importantes sont bien évidemment Londres, qui est la plus grande capitale, la plus grande ville du monde, avec 1 million d'habitants. En Europe, après, arrive Paris, 550 000 habitants. Sans Internet, sans avion, sans fax, sans voiture, en quelques années, ce pays est réformé de fond en comble et Napoléon parvient à faire la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Aujourd'hui encore, le Code civil reste une source d'inspiration. C'est un homme dont les Russes n'ont jamais cessé de mettre en avant le génie stratégique, le génie militaire. Il résonne en romain. La notion de la base de la pensée napoléonienne, c'est l'Empire romain. Il ne faut jamais oublier la phrase de Victor Hugo, Napoléon a enchaîné la France et a déchaîné l'Europe. Quando Napoleão provocou a Europa. O meu nome é Antoine Chaumette, sou caçador a cavalo e capitão da velha Guarda Imperial de Napoleão. Já passou um mês desde que o exército francês foi despedaçado em Waterloo. Passei 15 anos ao lado do meu imperador, montando os exércitos completos da Europa, desde Marengo até esta campanha desastrosa na Bélgica. Esta é a extraordinária e excepcional história de Napoleão Bonaparte, que estas memórias possam ser lidas mais tarde pelos historiadores. Para melhor compreender este período durante o qual Napoleão dominou a Europa, estudei diários não publicados como o Capitão Chaumette, na Fundação Napoleão. Mais de 1000 memorialistas, como ele, descreveram este incrível período da história. A Europa foi francesa entre 1800 e 1814 devido à vontade única de um homem extraordinário, Napoleão Bonaparte. E porque uma ascensão tão meteórica e hegemónica e um colapso tão brutal do seu Império Europeu. Por que razão a sua ação é a chave para a leitura da França moderna? Temos respostas de historiadores, jornalistas, políticos, todos eles especialistas do período napoleónico. L'apogée géographique de l'Empire napoléonien, c'est janvier 1812, avec la création de 4 départements catalans, ce qui porte à 134 le nombre de départements. 44 millions d'habitants sur 180 millions d'Européens à peu près à cette époque. Napoleão leu muito dos antigos. César e as legiões romanas não tinham segredos para ele. Napoleão sonha com um império. Os seus modelos serão César e Carlos Magno. Il ne faut jamais oublier que l'époque dans laquelle on se situe a comme principale référence l'Antiquité. Ces hommes n'imitent pas les antiques, ils se considèrent comme des antiques. Lorsque Napoléon dit « je suis le successeur de Charlemagne », eh bien c'est très étonnant, mais les gens le croient. C'est-à-dire qu'il annonce qu'il reprend l'empire de Charlemagne en main et il se réfère sans cesse à lui. On a des arrêts du Conseil d'État qui se réfèrent à l'empire de Charlemagne pour justifier des annexions. Per parecchio tempo sarà imperatore dei francesi, imperatore della Repubblica francese, perché è la dittatura militare di una situazione eccezionale, il modello di Cesare, il modello dell'antico. A un certo punto però, e questo succede proprio in rapporto con la religione, Carlo Magno sembra a Napoleone una figura preferibile, una pubblicità più vantaggiosa. Perché? Carlo Magno, che si fa incoronare anche lui nell'800 d.C. a Roma da un Papa, è colui il quale riprende la religione cattolica e la impone, cioè l'operazione che Napoleone vuole fare, soprattutto nel momento in cui la Germania, il mondo tedesco, diventa una parte assai significativa. A coroação na Catedral de Paris, em dezembro de 1804, assinala o poder absoluto do imperador. Mas qual é a sua relação com o Vaticano e com o Papa? Após a Revolução Francesa e 10 anos de ateísmo, Napoleão autorizou a reabertura das igrejas e a prática do culto. Mas é ele sozinho quem decide tudo. Subjuga o Vaticano, como lhe apraz,
de tal forma que consegue aprisionar Pio VI e Pio VII. Napoleão foi o único homem no mundo a ter raptado 2 papas. Bisogna essere Napoleone per imprigionare 2 papi. Viene un momento nel quale, e sia nel caso dell'imprigionamento di Pio VI che nel caso dell'imprigionamento di Pio VII, questo è il momento, in cui Napoleone avverte che è venuta l'occasione di far capire a tutti chi è veramente più forte. È un gesto di politica dura, se vogliamo, violenta, ma che ha uno scopo di chiarire la situazione. Quando viene il punto nel quale questa religione vuole in qualche modo dimostrare evidentemente di essere superiore al potere laico, Napoleone interviene con la determinazione che ha sia nei confronti di Pio VI che nei confronti di Pio VII. Todos estão sob o poder opressivo do imperador. Religiosos, civis, militares, administradores, arquitetos. Napoleão dominou seu mundo. Será um caso de loucura excessiva? Il est responsable de n'avoir pas su borner ses ambitions. Mais je ne crois pas qu'il esquissait l'idée d'une Europe équilibrée à l'intérieur de laquelle l'influence française pouvait être pérenne, c'est-à-dire rester continue. Napoléon n'a jamais vraiment défini son projet européen. Il a parlé d'empire fédératif, c'est-à-dire un empire avec un système qui aurait tourné autour de la prépondérance française. Et en cela, il ne peut pas s'entendre avec l'Angleterre qui, elle, est partisane de l'équilibre européen, c'est-à-dire une multitude de puissances moyennes qui se neutralisent les unes les autres. O sistema hegemónico de Napoleão é simples. Para controlar a Europa, cria alianças e destrona monarcas, substituindo-os pelos seus irmãos, irmãs e por alguns marechais leais. D'abord, il y a le système des Napoléonides, c'est-à-dire de ses frères qui placent sur des trônes. Bon, ça c'est le premier rang. Il y a Joseph qui est en Espagne, Louis qui est en Hollande, Jérôme qui est roi de Westphalie, Berthier, prince souverain de Neuchâtel. Et il y a Murat qui a épousé Caroline, la sœur de Napoléon, et il est évident que la nomination de Murat comme souverain à Naples est due entièrement au fait qu'il est le beau-frère de l'empereur. Uma vez mais, como conquistador, Napoleão partilha a Europa como grande bolo. Declara-se rei de Itália e oferece a Murat o rei de Nápoles. Marechal Murat, o maior cavaleiro do exército, torna-se então um aliado político do imperador. Foi ele que pela primeira vez esboçou a ideia de uma unidade italiana, daí o seu apelo aos italianos para se erguerem contra o ocupante austríaco. Murat. Dell'unità avevano parlato i poeti, avevano parlato gli scrittori, se n'era molto discusso, ma non c'era mai stato un uomo al potere che parlasse con tanta franchezza e anche con tanta bellezza. Il Proclama di Rimini è un testo letterario straordinario in cui gli italiani sono incoraggiati da Murat a riprendere tutta la loro passione, tutta la loro forza per l'unità, per la penisola, per l'amore per la patria e a battersi con lui per questo risultato. E vorrei aggiungere, visto che io sono napoletano e sono un uomo del Sud, che quella unità, quella volta, nasceva da Sud. Sarebbe stata non l'unità come noi poi italiani l'abbiamo conosciuta, dal Piemonte verso il Mezzogiorno, ma dal Mezzogiorno d'Italia, da Napoli, verso il resto della penisola. E chissà, aggiungo ancora da napoletano, se non sarebbe stata migliore. Napoleão tinha todas as cartas na mão para ter sucesso no seu jogo europeu. Ele divulga as ideias da Revolução e instala o seu Código Civil. A sua família reina sobre os países conquistados. Napoleão é apoiado pelo Papa nos bons e nos maus momentos e sem sofrer derrotas militares. Para reforçar ainda mais o Império e levar a cabo a sua política de invasão, conta com a diplomacia e com o homem mais brilhante e formidável do regime. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, ministro dos Negócios Estrangeiros. Alors nous sommes donc ici à l'hôtel Saint-Florentin, qui était la propriété de Talleyrand, que nous découvrons sur ce magnifique portrait. On y voit tout finalement de Talleyrand, le courtisan du XVIIIe siècle, habillé en habit classique, traditionnel, et puis cette assurance, cette intelligence dans le regard qui sera le propre de cet homme politique tout à fait hors norme.
l'homme clé, évidemment, c'est Talleyrand. Il est officiellement dépositaire d'une forme de responsabilité napoléonienne. Et donc, évidemment, cet homme-là, qui a aussi une réputation établie de grand diplomate, est en mesure, bien sûr, de peser sur le destin de la France. Nós não conhecemos os Talleyrand nem os Fouché. Somos nós, os soldados de Napoleão, que lhe juramos a maior lealdade e o apoio inabalável. Na velha guarda apelidámos afetuosamente o imperador de O Tosquiado ou Pequeno Cabo. Napoleão propagou as ideias da Revolução Francesa. Os ingleses, os austríacos, os prussianos odeiam-nos por isso. Durante este período de preponderância francesa na Europa, apenas os ingleses resistem e são os adversários ferozes da França. Será que Napoleão conhecia bem os seus inimigos? Bon, voici ma collection des horreurs, des poilleries, comme on dit. Ça vient de Belgique. Celui-ci de la République tchèque. Celui-ci, on vient de me l'envoyer du Canada. Et celui-ci, c'est coréen, je crois, ou chinois. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que ça ne ressemble en aucun moyen à Napoléon. C'est ça ce qui est amusant. Les choses de ma collection doivent être moches et coûter moins que 10 €. Complètement kitsch. Non, c'est pas le kitsch, non, c'est autre chose. C'est moche. C'est le kitsch quelque part est amusant. Là, c'est pas amusant, c'est juste déprimant. Napoleon is a man of the 18th century. He is a product of the Enlightenment, and so he sees England in that sense politically as a model. He also sees Britain as an enemy, because France and Britain have been engaged in a struggle, planetary struggle, for 100 years. So his relationship is coloured by those two opinions. Le problème, puisque les deux grandes puissances de l'époque sont l'Angleterre et la France, ce sont aussi les deux puissances modernes, l'une qui amorce par des réformes, l'autre qui opère une révolution, la France. Simplement, le mot qui caractérise Napoléon, c'est la démesure. Sur la démesure, on peut nourrir de la gloire. Et le mot qui caractérise l'Angleterre pendant ces 15 années, c'est le réalisme. Et sur le réalisme, on bâtit la puissance. Napoleão juntou-nos no grande exército no campo de Bolonha. A ideia era invadir a Inglaterra e acabar com os ingleses. Mas a pérfida Albion domina os mares e os oceanos. Seria, portanto, na frente económica que a vitória tinha de ser conseguida. Por toda a Europa, desde Lisboa a São Petersburgo, Napoleão declara que as Ilhas Britânicas estão sob bloqueio. The Continental Blockade, first of all, is a series of trade tariffs, making British goods very expensive, and then in a later moment, it becomes a complete ban on British goods via ports that are controlled by France. No entanto, apesar do bloqueio continental, a Inglaterra nunca se rendeu e, embora a economia britânica se encontrasse em grandes dificuldades, resistiu. Napoléon est rapide, intuitif, imaginatif, charismatique, et il a des garnisons, parce qu'il y a des garnisons partout. Il y a des implantations militaires en Italie, en Autriche, dans la Confédération du Rhin, en Prusse. Bon, ça n'a pas cessé pendant tout l'Empire. Il y a des coalitions contre lui, des monarchies que la Révolution a ulcérées et que ce jeune soldat brillant inquiète. Donc il n'est pas le seul responsable des guerres qui vont reprendre. Ce que veulent les puissances en Europe à cette époque-là est très compliqué. Chacun a ses ambitions, chacun a sa propre politique extérieure. Donc on ne peut pas dire que toute l'Europe est contre Napoléon. Queremos lutar contra os inimigos da nação, contra a Inglaterra, a Áustria, a Prússia. Senhor, pode contar connosco, mesmo que isso signifique ser morto a seus pés. Napoléon est très respecté par la troupe. Ces soldats le vénèrent, pour eux c'est une sorte de dieu de la guerre. Combattre à côté de Napoléon, pour eux c'est aller à la victoire automatiquement, c'est partager une partie de sa gloire. C'est là où Napoléon a été très fort, c'est qu'il a réussi à mettre en scène le commandement. À partir du consulat, il va passer dans les troupes, rester sous la pluie alors que les généraux, au contraire, eux, se cachaient à partir du moment où il commençait à pleuvoir. Voilà, il va être extrêmement à l'écoute du soldat, il va savoir leur parler avec ses discours enflammés, ses proclamations enflammées. Et donc le soldat va suivre Napoléon. Suivre Napoléon, c'est aussi une incarnation de la France. Et donc on se bat pour Napoléon parce qu'on se bat pour la nation, on se bat pour la patrie.
E para unir ainda mais a nação contra os inimigos da França, Napoléon Bonaparte tem um golpe de gênio: a criação da Légion de Honra. Je vais vous montrer un document tout à fait exceptionnel et émouvant pour l'histoire de la Légion d'honneur. C'est une expédition de la loi de création de la Légion d'honneur, le 19 mai 1802, signée par Bonaparte. C'est vraiment l'idée de Bonaparte quand il crée la Légion d'honneur. C'est une de ces masses de granit qui va servir à reconstruire la nation qui a été très désorganisée par 10 ans de révolution. O que é que tu queres? Pergunta-me o imperador. A Legião de Honra, respondo eu. O que é que fizeste para a merecer? Os meus 2 irmãos mais velhos e eu alistámos-nos no exército há 4 campanhas. Os meus 2 irmãos já foram mortos em combate. Marquem este oficial com a cruz, disse o imperador num tom visivelmente comovido. Tive a minha Legião de Honra. Il y a cette citation célèbre de la Légion d'honneur où il dit qu'il faut des hochets pour mener les hommes. Et quelque part, c'est ça. Il sait parler aux hommes, il a aussi ce que j'appellerais le sens de l'instant. Il a le sens de la communication politique. Il sait saisir exactement le moment qui peut lui servir politiquement, qui peut servir à son image. Napoléon se met en scène à longueur de temps et chaque moment est un moment important pour lui, pour justement essayer d'établir à la fois sa légende et créer le personnage qu'il veut créer. Vamos furar o flanco dos nossos inimigos. Rantanplan, Rantanplan, com toda a força vamos furar o seu flanco. Vamos rir. Nous commencerons l'attaque ici. En dehors du génie propre stratégique de Napoléon, la puissance des armées napoléoniennes, c'est qu'elles ont fusionné l'expérience des officiers de l'Ancien Régime, ceux qui ne sont pas partis dans l'immigration, et puis la fougue, la détermination des hommes qui se sont engagés dans l'armée autour de la Révolution française et de ses idées. Et c'est cet amalgame qui va faire la puissance de ces armées, au moins pendant toute une période. Alors l'ennemi le plus constant de Napoléon, c'est l'Angleterre, hein, ça c'est vraiment l'ennemi par excellence, mais sur le continent, oui, c'est l'Autriche qui a été le plus souvent en guerre contre la France. Napoleão é excelente stratega. Nenhum senhor da guerra ganhou tantas batalhas como ele. Austerlitz, c'est une grande victoire et donc le nombre de morts est très restreint. Les pertes françaises s'élèvent à peu près à 2% de l'effectif. On est à 72 000 hommes réunis sur le champ de bataille. Au soir de la bataille, il n'y a que 1500 morts. De l'autre côté, Russes et Autrichiens perdent 30 000 hommes sur un effectif approximatif de 80 000 hommes. C'est la Prusse qui est entrée en guerre contre Napoléon, hein, puisqu'ils étaient presque alliés, même officiellement alliés au début de 1806. Et puis, brusquement, la Prusse a déclaré la guerre à Napoléon, a envoyé un ultimatum à Napoléon, le demandant d'évacuer l'Allemagne, ce que Napoléon ne pouvait évidemment pas accepter, et d'autant moins que les Français étaient encore en Allemagne après la campagne d'Austerlitz. Donc c'était presque une folie, personne n'a compris vraiment pourquoi la Prusse avait jeté le gant. Elle s'est lancée dans cette guerre avec une disproportion de force étonnante. Elle a été battue effectivement très très vite. Entre 1800 e 1807, as vitórias militares francesas foram inegáveis. Os tratados com os inimigos traziam muito dinheiro para o Império. E em Paris, Napoleão cobria com ouro e honra os mais altos dignatários do regime.
Il y avait beaucoup d'argent parce que Napoléon, il savait récompenser ses maréchaux, puisque bon, c'est vrai qu'ils avaient le droit à des dotations assez importantes pour l'époque, et ils avaient un train de vie qui était considérable. Bon, d'abord, ils avaient des domaines qui étaient importants, ils avaient tous des hôtels particuliers dans Paris. Murat avait quand même l'Élysée, faut le reconnaître. Mais ils le méritaient bien, parce que vous savez, les maréchaux, ils chômaient pas quand ils partaient en bataille, en campagne, et croyez-moi que c'était des... Bon, je ne peux pas dire des cinglés, mais des gens très téméraires. Quand vous regardez Murat ou même Ney, c'était des personnages qui étaient vraiment intrépides. Em paralelo com a sua construção hegemónica da Europa, Napoleão quis fazer de Paris a capital modelo do mundo, muito superior a Londres, Viena, Berlim ou São Petersburgo. Paris é transformada, modernizada e embelezada. Nada é demasiado bom. Napoleão deixa a Europa a descoberto. Com os seus despojos de guerra, ele cria o Museu Napoleão, que se tornará mais tarde no Museu do Louvre. Napoleão inventou um estilo de Primeiro Império que iria influenciar toda a Europa. As mansões da cidade estão cheias de tesouros e riquezas. Saint-Florentin, Gallifet, Matignon e uma das mais prestigiadas, o Élysée. Alors ici, nous sommes à l'Élysée, à Paris, dans ce qui étaient les appartements privés de Caroline Bonaparte, épouse Murat, dont il reste quelques splendides pièces, et bien entendu le salon Murat, où se tient le Conseil des ministres actuellement, et ce salon, ou boudoir d'argent. Et lorsque les Murat vont partir pour Naples, l'Élysée devient palais impérial. Ce palais devient un des palais préférés de Napoléon. Les hôtels particuliers coûtaient une fortune. Ce qui coûtait surtout très cher, c'est de les faire restaurer et de les faire décorer à la mode empire, à la nouvelle mode. Mais la nouvelle élite impériale avait de l'argent, beaucoup d'argent. Et ils avaient ordre également de le dépenser pour briller et faire briller le nouveau régime. Todos os que foram fiéis a Napoleão enriqueceram. Lebrun, Cambacérès e os dois manipuladores irredutíveis do regime imperial, Fouché e Talleyrand. O príncipe de Talleyrand, ministro dos Assuntos Externos, coleciona os campos, as propriedades e os hotéis privados. Nous nous trouvons dans l'hôtel des Gallifet, qui est un immeuble qui appartient depuis un siècle à l'État italien. Il est le siège de l'Institut culturel italien, qui fut à l'époque de la Révolution française le siège du ministère des Relations extérieures, donc l'état-major de Talleyrand. Donc nous entrons ici dans l'atrium de l'hôtel des Gallifet. Ce fut là, exactement là, que le 6 décembre 1797, Talleyrand receva pour la première fois Napoléon Bonaparte. Bonaparte comprend tout de suite que l'homme fort du régime, son interlocuteur privilégié, est le ministre des Relations extérieures, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus solide que tous les autres membres du directoire. On va voir maintenant le bureau de Talleyrand. Il avait un art diplomatique fondé sur le secret, sur l'entre-gens, sur la relation très solide avec des agents doubles, triples, quadruples qu'il devait recevoir en toute intimité. Donc il a choisi cette pièce, non seulement parce qu'elle était petite, confortable, chaude, mais surtout parce qu'elle permettait plusieurs voies de fuite. Vous avez une petite porte qui donne sur le jardin, une grande porte qui donne dans la salle ovale, et surtout cette porte, qui était une porte dérobée, par laquelle il pouvait s'enfuir tranquillement, sans être vu, et atteindre ses appartements. Para os serviços políticos e diplomáticos prestados ao imperador, Talleyrand torna-se o homem mais rico do regime. Do lado militar, foi o marechal Berthier quem ganhou o dia. A generosidade de Napoleão com Berthier não conhecia limites. Ofereceu-lhe principados, hotéis e o castelo de Grosbois, a 40 km de Paris, que pertenceu à família Berthier até 1962. Alors Berthier a été sûrement le plus riche des militaires de Napoléon. Je dis bien les militaires parce qu'il y a eu d'autres hommes très riches, mais Berthier a été le mieux doté par Napoléon. Il a touché plus d'1 200 000 francs de l'époque de dotation, ce qui était une somme effectivement très importante. Il avait ses traitements, le maréchal, traitement de major général, et il a eu des cadeaux.
Napoleão elevou os seus marechais à mais alta patente do Império. Dinheiro, pompa, honra. Ele cria uma nobreza do Império, um império em crescimento, talvez demasiado frágil. On dit beaucoup que Bonaparte prend le pouvoir par la guerre et le perd par la guerre. La guerre est certainement une réalité qui est centrale à la construction consulaire et impériale, ça ne fait pas de doute. Mais la guerre est un élément qui explique également la nature même de l'Empire, et je dirais sa nature autoritaire, et cette espèce de fuite en avant que va connaître l'Empire dans les dernières années du régime entre 1808 et 1814. Le grand tournant de l'Europe napoléonienne, c'est 1807, après la paix de Tilsit avec Alexandre Ier. À ce moment-là, Napoléon se trouve placé à un carrefour et il a des choix à faire. Or, à partir de 1807, il va faire que les mauvais choix. Notamment, et c'est vraiment le début du cancer qui va ronger son empire, l'annexion, l'invasion de l'Espagne et le placement sur le trône d'Espagne de Joseph Bonaparte. Napoléon est un homme jeune, n'oublions jamais ça. Il a 30 ans quand il arrive au pouvoir, 45 ans quand il le quitte. Il a péché par impatience, il a cru qu'il fallait faire vite, et il a voulu faire trop vite. Il a confondu un peu vitesse et précipitation peut-être. La guerre d'Espagne a été mal conçue, mal exécutée, mal pensée, ce qui fait qu'effectivement, elle a obligé ensuite, compte tenu de l'insurrection, compte tenu du fait que les Anglais y ont envoyé des troupes, elle a obligé Napoléon lui-même à envoyer une armée considérable, entre 250 et 300 000 hommes à certains moments. Et donc, évidemment, ça ne pouvait qu'affaiblir un empire qui avait aussi d'autres guerres à mener. La guerre d'Espagne est l'autre grande catastrophe puisque des régiments entiers vont être engagés. Près de 250 000 à 300 000 hommes vont disparaître dans la péninsule ibérique, victimes des combats et des guerrieros et des prisons espagnoles. Os espanhóis fizeram todos os esforços para defender Madrid. Revoltados, o povo e os monges pagaram em armas. O imperador disse-lhes que se matassem um único dos seus soldados, todo o povo seria passado pelo fio da espada. Le peuple espagnol a assez massivement refusé l'invasion et la présence française. Évidemment, ce n'est pas l'ensemble du peuple qui s'est soulevé, mais l'insurrection, la rébellion a été si puissante que les Français ont été vraiment obligés d'y mettre d'énormes moyens compte tenu des véritables enjeux militaires. I think the empire starts really being in trouble only during the campaign in Russia. Spain was beginning to be controlled, so I would say yes, the beginning of the end has to be Russia. It's at that point which, combined with the complication of Spain, that the empire begins to shake. Pourquoi Napoléon choisit-il d'envahir la Russie en juin 1812 ? Structurellement, parce qu'il se rend bien compte, comme Alexandre au même moment, que les intérêts de ces deux pays sont en réalité de plus en plus antinomiques et que tôt ou tard, cette opposition devra déboucher par la défaite politique de l'un des deux. Conjoncturellement, Napoléon décide la préparation de la guerre dès 1811 parce qu'il est convaincu qu'Alexandre déclenchera cette guerre et qu'il s'agit donc d'être le premier des deux à la déclencher. La retraite de Russie, la campagne de Russie est une catastrophe. L'armée française est à peu près à 450 000 hommes en juin. Au retour, eh bien, il n'y aura en gros plus que 10% de l'armée encore constituée. Estavam 28 graus abaixo de zero. O tempo estava tão rigoroso que os homens não o suportavam. Até os corvos estavam a congelar. Os nossos cavalos definhavam e os cossacos continuavam a assediar-nos. Napoléon dit qu'il s'agit de mener une guerre courte pour finalement en finir avec la Russie pour se retourner contre l'Angleterre. Deuxième idée, construire une Europe qui serait une Europe continentale
dans laquelle forcément la Russie devrait être maintenue à part, car trop de différences à ses yeux séparent ce qu'il appelle la civilisation européenne de la barbarie russe. Et puis, dernier élément qu'il met en avant, l'idée que la France, dans son rêve européen, a également une mission qui est celle de redonner à la Pologne son indépendance. On connaît cette grande tirade de Napoléon avant qu'il ne parte pour son ultime campagne de France. Qu'est-ce que le trône? 4 morceaux de bois. C'est moi qui incarne la France. Donc il y a une sorte, dans l'esprit de Napoléon, d'incarnation absolue et solitaire de sa personne au pays. Et en chemin, il en oublie une réalité qui est incontestable depuis l'avènement de la Révolution en 1789, c'est celle de la nation. À partir de 1812 et de 1813, disons que la haute hiérarchie, les maréchaux, commence à trouver que ça suffit. Et ils aimeraient bien profiter des résultats de leur courage et de leur campagne, c'est-à-dire de leur château, de leur famille, de leur argent, etc. Et depuis la fin de la campagne de Russie, ils y allaient avec des pieds de plomb. Sire, vous n'avez plus le choix. Renoncez au trône, il faut abdiquer. Lutamos como leões para defender a pátria. A França é invadida pelos russos, os austríacos, os prussianos e os ingleses. Quase não há mais nenhuma solução a não ser a abdicação. O que será do nosso imperador? A 6 de abril de 1814, em Fontainebleau, Napoleão assina a sua abdicação. A queda do seu império europeu é vertiginosa. Os monarcas europeus livraram-se finalmente, durante algum tempo, de Napoleão, exilado no Mediterrâneo, numa ilha rochosa chamada Elba. O russo Alexandre I entra triunfantemente em Paris como grande vencedor. Talleyrand, mais uma vez, vira a casaca e dá as boas-vindas ao czar da Rússia como amigo. Falo na sua casa em Paris, no hôtel Saint-Florentin. L'homme clé, évidemment, qui est en mesure peut-être d'infléchir le destin de la France à ce moment-là, c'est Talleyrand. En même temps qu'il a approché les Bourbons, Talleyrand a approché Alexandre Ier depuis quelques semaines. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont rencontrés à Tilsit, ils se sont revus à Erfurt en 1808, où d'ailleurs Talleyrand a commencé à trahir Napoléon. Donc il y a entre les deux hommes, je ne dirais pas une complicité, mais des liens d'estime. Et ils partagent, et ça c'est de façon sincère, je dirais, des deux côtés, un goût pour les idées libérales et un attachement pour l'idée que la France devrait aller vers un régime constitutionnel et non pas vers un retour à l'ancien régime. A Revolução e Napoleão já fazem parte do passado. O direito divino e a hegemonia imperial já não existem. A França moderna está em marcha. Os representantes do povo, os ministros, têm a sua palavra a dizer e os reis, a partir de agora, passarão a fazer parte de um todo. La première restauration est une période qui se passe quand même plutôt bien. Louis XVIII est un homme intelligent. Il va un peu contre ses convictions mener ce qu'il appelle lui-même une politique de pardon et d'oubli. Ce qui fait qu'il n'y a d'abord pas de chasse aux sorcières réelle, et puis il y a surtout la libéralisation du régime. La charte de 1814, même si elle est octroyée, est une charte pré-parlementaire qui crée une ambiance nouvelle dans le pays. Et puis surtout, Louis XVIII libère la presse, libère l'expression, alors il le payera cher, mais voilà quelque chose que Napoléon, lui, n'avait pas fait. A França está ocupada pelos inimigos. Os nossos marechais Berthier, Ney e Soult, aquele traidor Marmont, juraram àquele porco gordo Luís XVIII. Nós, os soldados, somos os perus da farsa, reduzidos a ser pagos a metade do salário. Sentimos a falta do nosso imperador. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Louis XVIII, lui, dans la première restauration, veut à tout prix se faire bien voir des maréchaux qui sont importants pour tenir l'armée et pour la cour. Donc Louis XVIII veut garder une partie de l'organisation, je dis bien une partie, de l'organisation impériale.
1814. Apesar da ocupação russa, os parisienses desfrutam do regresso à paz. A burguesia descobre a frivolidade. Do lado político, o príncipe de Talleyrand, o homem forte da monarquia constitucional, redefine na altura do Tratado de Paris a posição da França na Europa com os inimigos de outrora. O czar da Rússia, Metternich o austríaco e Wellington o inglês. Já não é com os canhões de Napoleão, mas com o refinamento do vinho e da gastronomia francesa que ele negocia com o homem do antigo regime e como diplomata esclarecido. Ça fait partie, je dirais, de la douceur de vivre d'Ancien Régime. Vous connaissez la phrase, hein, qui n'a pas connu les années qui ont précédé la Révolution ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. Mais je crois que pour Talleyrand, ces usages de la table, ce raffinement de la table était allé de soi. Et dira-t-il aussi, il n'y a pas de bonne diplomatie sans bon dîner. Talleyrand, quand il est parti de Paris pour le congrès de Vienne, a écrit à Louis XVIII « J'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites ». Et quand il est arrivé à Vienne et qu'il a commencé ses négociations, il est revenu à la charge en disant « J'ai plus besoin de cuisiniers que de diplomates ». O Congresso de Viena reuniu-se de 1814 a 1815 para resolver o destino dos territórios anexados pelo Império de Napoleão. De alguma forma, era o início de uma construção europeia, numa preocupação de paz e de controle do nacionalismo. Estas ideias nascidas do Congresso de Viena serão constantemente retomadas pelos líderes para a construção da Europa. Le nationalisme, c'est la guerre. Oui, le XXIe siècle doit être et sera celui d'une renaissance européenne. L'Europe a été capable de progrès, mais en même temps, elle ne peut en rester là. Sinon, c'était pas la peine de construire l'Europe. Merci. Ao longo dos séculos XIX e XX, a paz na Europa triunfou sempre sobre o conflito e a guerra. A Europa guerreira de Napoleão não conseguiu sobreviver. No Congresso de Viena, os europeus tomaram consciência da necessidade de impor a paz enquanto redesenhavam o continente. L'Europe d'Ancien Régime ne connaissait pas beaucoup de frontières et voilà, il y avait une classe sociale qui était un peu la même partout. Le nationalisme est né de Napoléon. Donc le nationalisme, c'est le contraire de l'unification de l'Europe. En ce sens, il a desservi. Mais d'autre part, il a quand même réussi à créer quelque chose de collectif qui s'est produit dans les différents pays, contre lui en partie, mais les Européens ont appris qu'ils avaient des intérêts communs, ils ont appris qu'ils avaient des valeurs communes, et ça c'est un petit peu également grâce à Napoléon. L'Europe a eu peur, l'Europe a eu la trouille pendant 25 ans, la trouille de ces guerres de conquête révolutionnaire puis impériale, et pour la première fois depuis un quart de siècle, elle peut souffler. Quand la violence, quand la crise, quand la peur disparaît, on ne pense qu'à une chose, c'est à s'amuser. Les monarques sont en vacances, dit Madame Dumontet, qui était présente dans ses mémoires, qui était présente à Vienne. Ce sont des grandes vacances de rois, dit-elle encore. Et du point de vue des monarques et des élites européennes, c'est ce qui s'est passé à Vienne. Souvenez-vous du mot merveilleux du prince de Ligne, le Congrès ne marche pas, il danse. En réalité, le Congrès va être aussi un congrès de rapport de force. Hein. Tout le monde n'arrive pas là, la fleur au fusil ou le sourire aux lèvres. Le Congrès a complètement modifié le droit international. D'abord en créant un droit diplomatique spécifique, en proclamant l'abolition de la traite, en proclamant la liberté de navigation sur les fleuves et les rivières, ce qui est une nouveauté du droit supranational pour la première fois, et puis en créant une espèce de conseil de sécurité avant l'heure qui s'appelait le Concert européen et qui était le droit pour les grandes puissances d'imposer aux autres le règlement de différends, l'application de nouvelles normes législatives, etc., etc. Et puis, on oublie aussi que dans l'acte final du Congrès de Vienne, le Congrès invite tous les souverains européens a doté leur peuple d'une constitution. Ingleses, austríacos, prussianos, franceses, russos, todos querem a paz após 20 anos de guerra. Alexandre I, desde o início das guerras napoleónicas, tem este desejo de irmandade definitiva entre os povos cristãos da Europa.
O czar da Rússia quer criar uma aliança santa. La Sainte Alliance porte déjà en elle le germe d'une Ligue des Nations européennes telle qu'elle sera constituée en 1918-19 avec le projet de Société des Nations, de Ligue des Nations européennes et ensuite tel qu'on le verra bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. Napoleão tinha feito da França uma grande potência através da guerra. Talleyrand conseguiria o mesmo com a astúcia e habilidade política. No Congresso de Viena, ele irá restituir à França a sua posição de grande potência que ainda hoje detém. Cette façon qu'a eu Talleyrand de mettre en avant un certain nombre de principes, le droit public, la légitimité qui lie à la fois la France à l'Europe et qui va lui permettre au bout du compte d'avoir une voix qui compte au sein de cette fameuse conférence des grandes puissances, dite conférence des 5, est tout de même extraordinaire quand on sait d'où il vient et ce qu'il représente. Un pays profondément isolé, absolument battu, et en cela, il a été extraordinaire. Votre Majesté, le monstre s'est échappé de l'île d'Elbe. Le retour de l'île d'Elbe, c'est évidemment un moment absolument extraordinaire. L'invasion d'un pays par un homme, disait Chateaubriand, qui réussit. É uma notícia chocante. Napoleão está de regresso à França. Em Grenoble, em Lyon, o exército do rei reuniu-se com o imperador. A águia imperial voa do campanário em campanário até chegar à Notre-Dame. Dès le 21 mars 1815, Napoléon se rend compte que les emmerdements commencent, si je puis dire. Il est rentré aux Tuileries la veille, et le lendemain, il faut constituer un gouvernement, reprendre en main l'administration, etc. Et il se rend compte que personne ne veut y aller. Em Paris, Napoleão já não tem o controle da situação. Fouché, ministro da Polícia, joga um jogo duplo. Em Viena é ainda pior. Talleyrand mobiliza energias. As potências europeias declaram que Napoleão Bonaparte é um perturbador do resto do mundo e que ele se colocou fora das relações civis e sociais. Ele é um fora da lei. Lorsque Napoléon rentre de l'île d'Elbe, Louis XVIII s'en va. C'est sur cette impopularité de Louis XVIII que Napoléon va construire ce qu'on appelle l'épopée des 100 jours. Mais en même temps, dès 1814 et la défaite française, tout est consommé. Ensuite, ça ne sera plus qu'un sursis. Et Waterloo fera que les conditions imposées à la France lors de sa défaite finale seront plus dures. Alors un historien qui s'appelle Pierre Brandat a eu cette phrase « Les 100 jours sont les 100 jours les plus chers de l'histoire de France ». Il a totalement raison. La France a été durement rançonnée après la bataille de Waterloo. Ce qui fait qu'on est en gros autour de 2 milliards, 2 milliards et demi de dépenses, c'est-à-dire entre 4 et 6 ans du budget national. Napoleão está num beco. Em Paris, como em Viena, Fouché e Talleyrand aguardam o fim político e militar de Napoleão. A Europa é libertada e declara guerra contra ele. Ingleses, prussianos, holandeses, espanhóis, austríacos, russos marcham sobre a França. Napoleão tenta uma última aposta. Ele precipita os eventos e confronto de Waterloo contra os exércitos prussiano e inglês. Partimos para lutar na Bélgica. O imperador está radiante como nos bons velhos tempos de Austerlitz. O entusiasmo rasteja em todo o lado nas fileiras da velha guarda. Eles bebem, riem-se, cantam, bom o canhão, bom a metralhadora, que toquem os clarins, tilintem as medalhas. À Waterloo, vous savez, tout est consommé depuis déjà 1 an, sans que, en France, personne ne le retienne. Ni les corps constitués, ni ses généraux, ni même le peuple. Il était politiquement déjà mort. Pour le cœur de la garde, Napoléon est même pas un demi-dieu, c'est un dieu. Tous les grognards, tout ça, ils se battaient au corps à corps. Hein. Ils s'embrochaient même avec les baïonnettes. Né à crier sur le champ de bataille, je voudrais que tous ces boulets m'entrassent dans le ventre. La bataille de Waterloo coûtera quand même près de 50 000 disparus à l'armée française. Eu lanço-me a galope e um belo oficial inglês aparece ao meu lado. Ele tenta atingir-me com um golpe pontiagudo da sua espada. Eu aparo o golpe com o meu grande sabre e corto-lhe metade da cabeça. Ils maniaient ces sabres-là plus comme les hussards, vous voyez.
parce que les hussards avaient tendance à sabrer plus, vous voyez, en forme de cercle. C'était redoutable, hein. Et d'ailleurs, il y avait quand même des blessures qui étaient quand même très graves à l'époque, hein. Et puis évidemment, il n'y avait pas les antibiotiques pour soigner les infections, et souvent, malheureusement, on les amputait ou on leur coupait le bras, et puis voilà, c'était comme ça à l'époque. Messieurs, c'est l'ouverture du bal. O que resta de Napoleão 200 anos depois de Waterloo? Fundações, amizades, livros, teses, revistas, recriações, a lenda é tenaz. E de uma forma quase filosófica existe esta constância desde Waterloo. Os franceses são sensíveis a belas derrotas. Le discours qui va traverser au fond tout le 19e siècle français autour de Waterloo, du point de vue des représentations de la bataille, c'est d'une part la défaite glorieuse. C'est une défaite, certes, mais les Français se sont montrés d'un courage extraordinaire, et c'est toute la légende du dernier carré, toute la légende du maire de Cambronne, lâché, comme dirait Victor Hugo, à l'ancienne Europe des monarchies. Le maire de Cambronne, sous la plume de Victor Hugo, devient le maire de la République, le maire des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, lancé et craché à la figure des anciennes monarchies européennes. C'est un maire quasiment victorieux, au cœur même de la défaite militaire de Waterloo. Waterloo, 200 anos mais tarde, é uma canção do grupo ABBA. É um local turístico listado, onde a batalha é recriada de 2 em 2 anos. Restaurantes, cafés, cinemas e um museu são nomeados em homenagem aos protagonistas deste período histórico. Waterloo é também uma marca de cerveja fabricada no antigo hospital inglês da batalha. Em Waterloo, os ingleses foram os grandes vencedores da história. Até as terras no campo de batalha foram dadas ao Duque de Wellington, o destruidor de Napoleão. Les descendants de Wellington viennent donc à Waterloo pour la simple bonne raison qu'ils sont les princes de Waterloo. Il faut savoir qu'à la suite de la bataille de Waterloo, le roi de Hollande a créé une principauté de Waterloo et donné le titre de prince de Waterloo à Wellesley, donc au duc de Wellington, et à ses descendants par primogéniture masculine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au 9e prince de Waterloo, duc de Wellington, qui vient que régulièrement, et pour ce faire, il reçoit une dotation. En fait, il a reçu plus ou moins 1000 hectares de terre sur lesquels il prélève une dotation. Il prélève des revenus comme n'importe quel propriétaire pourrait prélever des revenus sur des terres agricoles. Em Waterloo, em 1815, os exércitos inglês e prussiano puseram fim definitivo à aventura imperial. E hoje, quais são os déficits e créditos desta Europa francesa desejada por Napoléon? De toute façon, on peut lui faire crédit de son génie, de son exceptionnelle personnalité, de son talent militaire, de ses capacités d'administrateur. Le problème, c'est que Napoléon ne choisira aucune des deux politiques concevables, soit une politique d'émancipation des peuples autour des messages de la Révolution française, soit une politique réaliste d'État à État, mesurant la capacité de l'ambition française pour pérenniser ses conquêtes. Il ne fera ni l'une ni l'autre de ces politiques, et tout se terminera finalement par un désastre et l'effondrement de l'Empire. Pour l'Europe des monarques, Napoléon incarne la Révolution. On dit quelquefois la Révolution beauté. Il a été le Robespierre à cheval, on entend ce genre de formule. Donc il a vraiment porté la Révolution en Europe. Et il y a eu des conséquences, le Code civil par exemple dans certains endroits, et puis d'autres pays comme la Prusse n'étaient pas forcés de le faire, n'étaient pas occupés par Napoléon, mais ils ont compris que
pour lui résister, il fallait adopter certains principes révolutionnaires. Donc il y a eu une influence de ce point de vue-là qui était durable. Napoléon est un homme du centre, en fait, d'un homme, on peut dire au-dessus des partis, ou bien on peut dire qu'il est un homme du centre qui a voulu une synthèse. On dit souvent qu'il a été l'homme de la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Il a été ça aussi en Europe. L'aventure extérieure napoléonienne s'achève par un échec. Mais elle a des bénéfices indirects. Forme d'extension des principes de la Révolution française, adoption par exemple du Code civil par toute une série de pays, le fait qu'on commence à rédiger des constitutions un petit peu partout, ça c'est Napoléon qui l'a imposé à l'Europe, j'allais dire malgré sa défaite. Donc lorsque on jette le bébé Napoléon, il ne faut pas le jeter avec l'eau du bain. Et voici donc l'acte d'abdication signé ici à l'Élysée au Salon d'Argent. Ma vie politique est terminée au Palais de l'Élysée le 22 juin 1815, Napoléon. C'est la fin de sa vie politique, mais c'est le début de sa légende. Assim termina este livro Memórias de velho soldado do Império. O que posso dizer em conclusão é que a vitória final dos monarcas europeus não aumentou a sua glória, nem diminuiu a de Napoleão.